on parle souvent à 2 semaines de l'Ironman de l'affûtage. Oui. En quoi ça consiste? Est-ce que ce terme te, Alors, te convient? normalement, ça a commencé avant. Ouais, ça a commencé avant 2 semaines. Oui. Donc 3, Alors, 4. ça dépend de quand a commencé la préparation, jusqu'à quel niveau de charge on est allé. Donc, Ok. globalement, il n'y a pas un format type. Oui, oui. Ça se calcule. C'est juste qu'on dit 2 semaines parce que souvent sur YouTube, sur les réseaux, on entend souvent Voilà. 2 semaines Oui, et oui, du mais coup parce que c'est. c'est des formats classiques. Ouais, voilà. Même on dit On fait, cycle de 12 semaines. on fait un cycle de 3 mois et puis Voilà, ouais, voilà, voilà. voilà. Donc, Et après 2 semaines de. Donc, en fait, ça se calcule par rapport à tout ce qui a été accumulé, comme charge, comme fatigue, etc. Par rapport au contexte J'ai envie de dire, au pic de charge auquel on est arrivé et au degré de récupération maximale qu'il faut générer. Donc, ouais, c'est vraiment très dépendant. C'est vraiment très dépendant des athlètes parce que certains ils s'entraînent et ils ont 5 heures de disponibilité par semaine, d'autres en ont 30. Oui, c'est rien à voir. Voilà. Donc la charge de récupération, Voilà. le temps ne sera pas le même. C'est pas la même et puis, Ok. et puis la performance ne va pas être la même non plus. Donc si on doit calculer tout ça. Ouais, c'est vraiment individualisé, c'est comme ce qu'on dit depuis le début, on ne peut pas faire une grande moyenne sur. On peut pas. Ouais, ok. Alors, ça se propose. Oui, on peut donner des axes de réflexion, mais c'est pas. Ça se propose et ça peut convenir. Il y a des gens à qui ils ont pas le choix, ça leur convient bien. Moi j'ai vu il n'y a pas longtemps un monsieur marathonien, chaque année il reprend son abonnement pour 12 semaines d'entraînement pour son marathon. Puis là, quand on a fait son test, on s'est aperçu que voilà, il va falloir changer les choses cette année parce que sa vie n'a pas été la même et pour l'instant, ce qu'il envisage n'est pas encore réalisable. Ok. Ça le sera, mais pour l'instant, ça ne l'est pas. Ok. Du coup, ça consiste en quoi? C'est cette période de récupération, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'il y a tous les à côté aussi, il y a tout ce qui est le sommeil, mais le sommeil c'est aussi avant, tu vois. Est-ce que tu peux nous en parler? On va clôturer sur les 15 jours dont tu parles. Ouais, ok. Ces 15 jours, dans le cas d'un marathon, globalement, c'est 0 entraînement. Ah ouais, 0 entraînement. Okay. Les acquis ont été faits sur ton biologie. De toute façon, tu ne vas rien perdre dans ces 15 jours. Tu ne vas pas apprendre à nager, à courir, à pédaler mieux pendant ces 15 jours. Et biologiquement, normalement, tout le travail a été fait. Donc là, c'est globalement 15 jours d'arrêt. Et puis, dans certains cas, se dire, dans la dernière semaine, on va placer 3 séances spécifiques pour permettre un rebond des réserves de glycogène avant la course. Ok. Mais c'est vraiment très spécifique, il faut pouvoir le supporter, c'est incompatible avec le low carb. Oui, parce que. Mais voilà, il y a des personnes pour qui il faut le faire parce que justement elles le souhaitent. Et puis à partir du moment où on est dans une logique de performance, à la limite, la performance contre soi, on est libre de définir ses propres règles. La performance contre les autres, il faut rentrer, il faut respecter un certain nombre de choses. Donc là, il faut profiter de ce moment-là pour le faire. Mais par contre, la zone d'affûtage, elle a pu commencer quelques semaines, voire quelques mois avant. Ah ouais. Tout dépend de jusqu'où est allée la zone de charge. Ouais. Parce qu'en fait, si on est arrivé à une charge à 30-35 heures, en fait, faut avoir un moment, une période plus longue pour récupérer. C'est ça, il faut commencer la période de récupération plus tôt. Ouais, ok. Mais sachant que la personne qui a fait 35 heures de charge, très probablement, elle a fait des charges à une intensité qui sont très supérieures aux autres aussi. Et que donc il y a eu d'autres équilibres et d'autres perturbations qui sont mises en jeu et qu'il faut donner le temps pour que ça se corrige. Donc voilà, certaines fois, et c'est compliqué, moi je me rappelle du triathlète qui avait du mal à dire non mais pourquoi je commence à récupérer maintenant? Oui, parce qu'en fait. Parce qu'on approche de la course, il faut que j'en fasse encore plus. Non, non, il ne faut pas en faire encore plus. Tu en fais encore mieux peut-être, tu t'appliques un peu plus, tu mets en place des stratégies, on va dire, plus spécifiques, mais on est quand même dans une logique de récupération de l'organisme. L'organisme, il ne se reconstruit pas très très vite. C'était une grosse charge d'entraînement. Un des principes, c'est
de détruire des composants de l'organisme pour qu'ils se reconstruisent Plus mieux fort. et plus adaptés. Mais la destruction, elle peut être rapide, la reconstruction, parfois un peu moins. Et donc, il faut jouer sur tout ça. Et donc, pour permettre cette reconstruction, donc faut une période de repos. Donc là, comme tu dis, par exemple, un marathon ou un Ironman, il y a une semaine où on fait vraiment rien. Ouais. Et du coup, 2-3 séances la semaine d'avant pour épuiser les stocks de glycogène et permettre un rebond à la course. C'est ça. C'est ça. Ok. Et du coup, après, qu'est-ce qu'il faut faire en fait pendant ces 2, peut-être 3 semaines en termes de récupération? Qu'est-ce qui est le plus intéressant, tu vois? Est-ce que tu peux donner quelques indications sur ce qu'il faut faire aux gens qui écoutent pendant les semaines d'affûtage? Non, je crois que... Non, moi je ne sais pas faire de la magie dans la semaine d'affûtage. Ouais. Non, mais pour avoir des habitudes alimentaires, enfin, garder une cohérence dans les habitudes alimentaires, okay. Ouais. garder une cohérence au niveau du sommeil. Hein, c'est pas parce qu'on ne fait pas du vélo qu'on doit aller au nightclub. Ça existe toujours les nightclubs? Ouais, bah oui, quand même. Bon, donc il faut aller faire la fête tous les soirs non plus, bien évidemment. Mais là, c'est de l'hygiène, c'est de l'hygiène de vie. Ouais, en fait, c'est vraiment garder ce qu'on a fait toute l'année, ce qu'on a fait toute notre période de préparation, et en fait, pas forcément changer grand-chose sur ce qu'on a déjà fait. Donc, faut plutôt avoir, en fait, pendant sa préparation, une hygiène de vie qui est adéquate avec ces 2 semaines-là aussi. C'est pas que ces 2 semaines-là où on va tout changer avec le sommeil. Mais comme on disait tout à l'heure, il y a des moments où ne pas respecter les consignes habituelles d'hygiène de vie, notamment en termes de sommeil, de fatigue, de nutrition ou d'hydratation, ça joue pour amplifier les choses. Oui, c'est intéressant. C'est intéressant. Donc, par contre, dans cette semaine-là, c'est pas intéressant. Là, c'est plus intéressant du tout. Là, il faut vraiment revenir. Oui, tout à fait. C'est-à-dire, voilà, maintenant, on prépare vraiment la compétition, donc le sommeil. Alors, on en parle beaucoup maintenant, hein, parce qu'on a de plus en plus d'accessoires qui s'occupent du sommeil. Mais oui, basiquement, le repos, c'est un élément important. Et puis, faire en sorte que tous les besoins de l'organisme qui ont été perturbés pendant les périodes d'entraînement soient de nouveau stabilisés. Donc, parfois, avoir quelques compléments alimentaires, ou en tout cas, corriger les habitudes alimentaires pour être sûr de ne pas avoir certaines carences. Mais ça fait partie de la préparation, mais normalement ça s'est anticipé déjà. Oui, tout à fait. Donc si dans ta préparation tu n'as rien fait pour, c'est pas les 2 semaines là où tu vas faire quelque chose. Quoi. Ça va rien changer. Mais donc, le repos, oui, le repos lui va changer. Ouais. Et va changer la perception de l'effort, en tout cas pendant une partie de l'épreuve. Donc qu'est-ce qu'il faut avoir fait du coup pendant la préparation, tout ce qui est autre que l'entraînement, pour que la récupération se passe bien. Donc on a parlé du sommeil, il y a la partie nutrition, la partie complémentation. Voilà, tu peux nous faire un petit point là-dessus vite fait? Faut veiller à ce qu'il n'y ait pas de carence. Ok. Alors parce que certaines carences sont longues à rattraper. Comme le fer par exemple. Ouais. Le fer c'est un élément important, hein, ça va participer au transport de l'oxygène. Si on a une carence, c'est embêtant. Chez les jeunes femmes particulièrement, parce que parfois des pertes en fer qui sont supérieures, donc il faut pouvoir anticiper ça. Alors bon, oui, de temps en temps, aller voir un médecin, faire une analyse sanguine, ou mettre en place un système de supplémentation, mais bon, faut supplémenter de manière intelligente, c'est un boulot, hein, c'est pas simplement aller à la pharmacie, acheter des compléments. Ou regarder le premier site de compléments alimentaires. Voilà. Non, c'est quelque chose de recherché, de précis. Il faut l'établir. Et toi, tu peux l'établir? Ou c'est... Non, il y a des gens qui feront ça beaucoup mieux que moi. Oui, c'est quelque chose où il faut aller voir un autre spécialiste qu'un physiologiste. Ok. Donc il y a certains médecins du sport, des nutritionnistes du sport peuvent bien aider. Il y a les micronutritions aussi, qui est un élément à prendre en compte. Voilà, il y a des gens qui font ça très très bien. Ouais. Et puis quand en plus ça peut se faire de concert avec la planification de l'entraînement, les charges, etc., c'est évident qu'on améliore beaucoup les choses. Oui, c'est sûr. Okay. Là, sur un entraînement, quand on a une charge d'entraînement, on sait ce que ça représente comme charge en termes de calories, on sait quelle perte il va y avoir, on sait quels sont les substrats utilisés,
Donc il y a tout un Parce ensemble. qu'il y a beaucoup de pertes d'eau, il y a beaucoup de pertes de sel, il y a beaucoup de pertes d'énergie, de tout ça. Oui, oui, il y a beaucoup de choses que l'on Ouais. sait anticiper et sur lesquelles on peut informer le professionnel qui est en charge de les compenser. Mm. Voilà, Ok, donc bah. Et après, aussi, on parle souvent de recharge glucidique, oui, de toute cette partie-là. Et on voit beaucoup les pros faire une grosse recharge glucidique et aussi pendant la compétition avoir des dosages de glucides qui sont quand même énormes. Il y en a qui montent à 150. J'ai vu Sam Laidlow qui est monté sur son Ironman à Hawaï qui est monté à 200 grammes par heure. Est-ce que, déjà première question, est-ce que c'est primordial de monter aussi haut pour notre public qui sont des athlètes amateurs, tu vois? Et est-ce que de monter aussi haut, ça va pas amener des problèmes de digestion, peut-être de diabète, tu vois, des choses comme ça? Qu'est-ce que tu penses de ça? Toujours être à la course à plus de glucides et de vouloir recopier aussi beaucoup les pros. c'est une tendance. Ouais. C'est une tendance en ce moment. Alors, et ouais, bon, c'est une tendance. Ouais. Après, le problème des pros et de recopier les pros, c'est que les pros, leur bon tuyau, il est grave. Mm. Ouais. Ils ont une bonne adresse, ils ont un bon tuyau, ils ont trouvé, ils n'en parlent pas aux autres. Ou alors un autre qui fait un autre sport, enfin ils n'en parlent pas à leurs concurrents, ils n'en parlent pas dans leur domaine. Voilà, donc ça c'est un truc qu'il faut avoir à l'esprit. Oui, donc c'est possible que les 200 grammes par heure que Sam Laidlow a donné, c'est possible qu'en fait il donne ça, mais ça soit pas forcément vrai et que. Ah bah, de toute façon, Oui, on sait jamais parce que vu que c'est toute une stratégie. c'est une information qu'on entend, il faut la prendre comme une information qu'on entend. Parce que ouais, c'est. Ouais. Ok. Il y a des fois où il y a eu des stratégies dans les compétitions de manipulation. Oui, ouais. Parfois, on aura l'occasion d'en parler autrement, mais il y a parfois des situations très amusantes, anecdotiques, on ne va pas en parler là, mais il y a eu des choses. Oui, parce qu'en fait, pour ceux qui écoutent et qui se demandent de quoi tu parles, en fait, tu accompagnes beaucoup de sportifs et qui ont un gros niveau et du coup, bah, tu peux pas non plus donner des noms, donner des histoires parce que ça. Moi, je suis tenu par le Oui, secteur voilà. professionnel Voilà. par rapport à tout ça. Mais l'intox au sein du sport, c'est quelque chose qui existe. Ouais, ouais. Entre les professionnels et puis envers le public aussi. Ok. Et du coup, pour revenir à la question sur. Donc, oui. Alors, si on prend purement théorique, dans la mesure où l'organisme est plus performant lorsqu'il brûle des sucres que lorsqu'il brûle des graisses, qui permet des efforts plus importants, on est en droit de se dire c'est une stratégie de chercher de manger de plus en plus de sucre pour pouvoir les brûler. Le problème, c'est que c'est compliqué, on a du mal à manger autant pendant longtemps, c'est-à-dire manger 200 grammes de sucre une heure, on est tous capables de s'enfiler. C'est facile, une heure. Voilà, facile. 2 heures, probablement on y arrive aussi. Et après, il y a un moment où ça va devenir beaucoup plus compliqué. Donc déjà il faut trouver des aliments qu'on arrive à transporter. Ouais. Puis après il faut pouvoir arriver à les manger. Tu as l'hydratation aussi, parce que tu peux avoir des apports en sucre par l'hydratation. Donc c'est à la limite peut-être plus facile à ingurgiter. L'assimilation, elle va connaître les mêmes problèmes. Moi je ne suis pas sûr que ce soit une vraie solution. De toujours augmenter plus. Si, il faut essayer d'être capable, mais encore une fois, tout dépend de l'individu. Je pense que les besoins, j'ai pas d'informations sur cet athlète-là. Oui, mais je pense que les besoins, ils sont bien supérieurs à 200 grammes. Donc quand il est à 200 grammes, on est déjà, à mon avis, bien en dessous du seuil.
Et si on est bien en dessous du seuil, eh ben, si on arrive à revaloriser encore un peu l'utilisation des graisses. Oui, parce que c'est possible que pendant ces entraînements, il n'ait pas assez optimisé l'oxydation des graisses. Et du coup, oui, après tu connais pas, donc tu peux pas. On ne sait pas. Oui, mais c'est une possibilité. Mais enfin, si je raisonne par rapport aux différents autres athlètes, triathlètes, coureurs, enfin cyclistes que je vois, cette composante-là, en ce moment, elle semble négligée. Elle semble négligée et... Dans quel sens? On valorise beaucoup plus l'apport en sucre. Ok. Que l'optimisation des graisses. Oui. Ok. Alors qu'en fait, c'est deux choses complémentaires. C'est deux choses complémentaires et oui, c'est deux choses complémentaires. Alors après, donc qu'est-ce que tu conseillerais aux gens qui nous écoutent? Parce que moi, je trouve que même 100 grammes par heure, je trouve que c'est quand même compliqué à manger, surtout sur une période. On dit qu'on fait un Ironman en 12 heures, 13 heures. Je trouve que ça, tu vois, moi personnellement, moi je trouve que ça fait beaucoup à gérer. Qu'est-ce que tu conseilles? Et puis il faut qu'ils connaissent aussi leurs besoins. On va dire que, enfin, moi je pense que c'est pas la priorité pour des gens au niveau que tu me décris. Ouais, tout à fait. Oui, là on parle pas de pro. Donc la priorité c'est de valoriser le métabolisme des graisses parce que souvent c'est quelque chose qui a été négligé par ces gens-là, par ce public-là. Ouais. D'accord, il est issu de notre sport et donc ces composantes-là dans l'expérience sportive souvent n'ont pas été prioritaires par rapport à l'explosivité, la force, la vitesse, enfin ce genre de choses. Et donc il y a une marge de progression qui est plus importante que chez les autres. Ok. Et parce que dans la conception de leur entraînement, il va falloir leur donner des moyens de récupérer. Et donc si on arrive à accélérer ça, c'est encore mieux. Mais on pourrait très bien dire qu'il y a un moment où une partie de l'entraînement pourrait être s'habituer, s'entraîner à manger un peu plus. Ok. D'accord. Ou sur certaines séances d'entraînement, se dire je me force à manger. Oui, parce que si on fait le choix de prendre des glucides pendant sa course, c'est pas le jour de la course où on commence à en prendre. Ah non. Si là on a dit, par exemple, pour les périodes d'entraînement, on fait du low carb pour s'habituer à brûler des graisses. Oui. Il y a un moment où il faudra faire des séances où on va s'habituer à manger des sucres et à brûler des sucres, bien sûr. Ouais. Parce que moi, je te prends l'exemple de Florane. On fait pratiquement tout en low carb. Et du coup, des fois, elle prend des glucides parce que sur des périodes, elle veut s'habituer. Elle se sent mieux. Par exemple, sur l'Ironman Dex, elle l'a fait avec un peu de glucides. Tu vois. Mais par exemple, pendant l'Ironman Dex, elle en avait pris genre peut-être 2-3 semaines avant pour s'habituer, mais tu sais, sur une ou deux séances. Sur l'Ironman Dex, elle a dû manger peut-être les 2 premières heures de vélo, elle a dû manger genre 3 bonbons. Et en fait, tu vois, c'est pas passé. Je sais pas, tu vois, elle a oublié, elle a pas aimé. Et du coup, en fait, elle a fini la course comme ça. Est-ce que c'est pas un risque, tu vois, de commencer à prendre du sucre au début et en fait d'oublier ou d'arrêter à la fin parce que il risque d'avoir où c'est spécifique aux gens qui font du low carb et du coup, vu qu'on est plus habitué aux graisses, il y aura peut-être juste une baisse de performance, mais... C'est compliqué. Et puis ouais. tu sais, c'est amusant ce que tu viens de dire là, parce que tu as des athlètes qui sont habitués au sucre et qui tout d'un coup se disent oui mais moi mon ravito, je vais mettre du jambon et du gruyère pour avoir du gras, etc. Ouais. Donc voilà, Ouais. on ne peut pas juger, chacun va trouver les choses qui lui conviennent, même si le compromis lui convient, on va dire, même si la réalité, on pourrait dire c'est pas parfait, mais le compromis lui convient et il faut faire avec. Mais non, si on veut vraiment se dire à partir de maintenant je prépare la course, là il faut se dire maintenant, à partir de maintenant je prépare comme si c'était la course. Ok. C'est-à-dire je fais plus, enfin quelqu'un qui ne veut plus faire du low carb ou qui n'a plus le besoin de faire du low carb, c'est à partir de maintenant, je pars avec des barres, je pars avec des sucres, je bois des boissons sucrées isotoniques, je fais des compléments en vitamines si c'est nécessaire, je prépare la course et je suis réellement dans le cadre de la préparation de la course. Ok.
Et ça se fait, tu penses, qu'il faudrait le faire combien de temps avant pour les gens qui voudraient faire ça? Tu vois, est-ce qu'il faut tester plusieurs mois avant Ouais. des séances petit à petit, genre peut-être une séance par semaine, Alors, une séance toutes les 2 semaines? tout dépend, encore une fois, de où partent les gens, de quelles sont leurs habitudes initiales. Parce que pour certains, ça ne pose pas de problème de manger du sucre quand on fait du sport. Ah oui, non, mais c'est sûr. Ça pose Puis il y en a, ils sont habitués. aucun problème. Ouais. Donc c'est leur, comment dire, c'est leur routine, Mm. elle leur convient, ils la maîtrisent, et on fait Donc avec. c'est facile pour eux. Il y en a d'autres, c'est plus compliqué comme nous. Alors, ben voilà, donc là, par contre, pour eux, ça sera plus difficile de se dire je pars à jeun. Ouais, voilà. Voilà. Donc, Chacun a ses forces, ses voilà, faiblesses. voilà. Donc stratégiquement, Mm. ça se joue différemment. Encore une fois, il n'y a pas de. C'est très rare d'avoir des mauvaises. Comment dire. En termes d'entraînement, moi j'ai envie de dire, il n'y a pas de bons ou de mauvais entraînements. Tous les entraînements sont bons dans la mesure où ils correspondent à quelque chose qui est légitime. Mm. Sinon, où tous les entraînements sont mauvais, s'ils correspondent. Voilà. Ouais. Mais voilà, ça c'est une question de conception, de stratégie. Ouais, tout dépend de ce que tu veux faire. Ok.